Bon, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase qui consiste à dire qu'il vaut mieux choisir sa techno et ce qu'on apprend d'ailleurs par rapport au projet qu'on envisage. Et pourtant, tous les ans, on voit les mêmes vidéos arriver sur YouTube avec tel framework est le meilleur de l'année, tel langage est le meilleur de l'année, et malheureusement, ça répond jamais à la question. Pourtant, cette question, pour mon projet perso, il a bien fallu que je me la pose et que j'y réponde. Et je pense avoir trouvé une stack qui est vraiment pertinente et qui est pas basée sur la hype du tout. Bienvenue dans Roadmap, mon journal de bord freelance. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et comme chaque semaine, vous pouvez suivre mes aventures. Aujourd'hui, cette vidéo est très importante parce que je vais vous livrer toute ma réflexion par rapport justement à la stack à adopter quand on a un projet freelance ou autre et que moi-même je vais adopter. Alors bien entendu, quand je dis pertinent, intelligent, c'est plutôt dans le sens où c'est pas non plus quelque chose de figé, c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps et que de toute façon je vais devoir mettre à l'épreuve au fur et à mesure et voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Pour déterminer cette stack, je ne me base pas sur du vent bien entendu, je me base sur mon expérience personnelle puisque j'ai pu quand même tester pas mal de langages, pas mal de frameworks, que ce soit en projet perso ou en entreprise d'ailleurs, et ça commence à me donner une vision assez claire de quelle techno est pertinente pour quel type de projet. Et du coup, au lieu de faire une liste style front, back, mobile, j'ai vraiment organisé ma pensée autour du projet, de ce qu'est concrètement dans la vie réelle un projet de dev et tous les éléments qui le composent. Mais cette stack, bien entendu, elle vous correspondra pas forcément parce que elle répond à des contraintes inhérentes à mon activité avec Sudocool, et notamment mes objectifs. Comme je l'ai dit dans le premier épisode de Roadmap, ce qui m'intéresse le plus en freelance, c'est plutôt la conception complète d'une application, notamment MVP pour des startups ou autres, plutôt que juste appuyer des équipes, même si, s'il le faut, je le ferai. Et bien entendu, quand on a cet objectif-là, de plutôt vouloir concevoir, coder, développer, designer des applications dans leur entièreté, cette question de la stack, du projet, de ce qui le compose, devient essentielle. Parce que si je veux prétendre à pouvoir monter n'importe quel projet de dev, et le mener seul, parce que c'est ça la plus grosse contrainte, forcément, les technologies que je vais utiliser, les frameworks, les services, devront rentrer en accord avec ces contraintes-là. Et ma stack permettre de livrer une application de A à Z, bien entendu. Et bien entendu, je pourrais prétendre être full stack en faisant ça, c'est-à-dire maîtriser le back, le front et livrer des applications complètes, en plus de les designer, de les concevoir. Mais comme vous le savez, j'ai un certain avis sur le terme full stack, qui veut plutôt pour moi dire moyen en tout, excellent en rien, et qui m'a fait adopter jusqu'ici une position plutôt de performance dans un domaine spécialisé qui est le front-end. Donc oui, les applications que j'envisage de livrer et de créer seront full stack, dans le sens où je peux avoir une application entièrement fonctionnelle et que je crée seul, et même si je sais faire du Node, un peu de PHP, je vais pas me placer en tant qu'expert back dans ce type de projet. Tout simplement parce que je me sens pas non plus à l'aise pour envoyer un gros projet back en prod, toute la partie DevOps et tout, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Et c'est pas ce qui me plaît de faire actuellement. C'est donc pour ça que plus tard dans la vidéo, vous allez voir ce que j'ai adopté comme stratégie pour le back-end. Et bien entendu, cette stack, comme je vous le dis, je vais la mettre à l'épreuve parce que j'ai pour projet dans les mois qui viennent de me fabriquer un super portfolio pour pouvoir démarcher ensuite, et ça risque de durer un bon moment, cette construction de portfolio, mais je vais utiliser cette stack comme base pour absolument tous mes projets, et j'essaierai de livrer des projets full stack, entre guillemets, à chaque fois. Bien entendu, ces projets, je les partagerai avec vous, c'est tout l'intérêt de Roadmap, c'est que je vous montre comment j'avance sur ces projets de portfolio. Donc pensez à vous abonner parce que ça va être, à mon avis, hyper intéressant à voir dans les mois qui viennent. Pour réaliser ces projets, je vais donc élaborer des boilerplates, donc c'est-à-dire des projets de base, des squelettes qui me permettront d'aller beaucoup plus vite dans le développement, de me poser une architecture que je respecterai à chaque fois, architecture dont on parlera d'ailleurs certainement la semaine prochaine, et donc il faut que j'ai bien pensé la stack en amont pour pouvoir créer tous ces boilerplates, parce qu'une fois qu'ils seront faits, je vais pas les refaire tous les 4 matins quoi. Donc avant de passer à la stack, je vais vous expliquer quels sont les différents éléments d'un projet de dev et comment justement on va y répondre en termes de technologie. Pour moi, en tant que développeur, ce qui est le plus important, et d'ailleurs ce qui donne la plus grosse plus-value à un projet, c'est l'application métier. Alors petite note, bien entendu, tous les éléments dont je vais vous parler peuvent être séparés et des fois on a besoin que d'un ou de l'autre. Mais forcément, celui sur lequel nous on va gagner le plus et on va apporter le plus de valeur, c'est l'application métier. Donc pour faire concret, c'est soit l'application web, soit l'application mobile. Par exemple, Uber Eats, l'interface sur laquelle vous commandez vos repas, c'est ça l'application métier. Mais ça peut aussi être la plateforme de Le Bon Coin pour faire des petites annonces ou des trucs comme ça. C'est ce qui va différencier en fait le projet des autres projets. Ensuite, après cette application métier, il va falloir forcément rattacher une interface d'administration. C'est l'endroit où les administrateurs vont pouvoir voir quels sont leurs utilisateurs, récupérer leurs statistiques, établir des règles, ajouter des produits par exemple sur une plateforme ou des trucs comme ça. Donc voilà, deuxième élément, l'interface d'administration. Troisièmement, on va trouver la landing page. La landing page, c'est une page sur laquelle on va essayer de ramener les potentiels clients, qui va servir à renseigner sur l'application métier la plupart du temps, à donner les tarifs, à montrer qui est l'équipe, etc.
et elle présente donc un défi majeur de SEO, c'est-à-dire de performance dans les moteurs de recherche, car tout l'intérêt, c'est qu'on atterrisse dessus, d'où le terme landing page. Enfin, la dernière composante d'un projet comme ça va être le blog. Alors, blog ou assimilé, c'est surtout en fait avoir quelque chose qui permet d'ajouter dynamiquement du contenu régulièrement pour, voilà, améliorer le SEO. Parce que si on l'a vu, la landing page, elle va pas beaucoup bouger, alors que le blog, lui, on va pouvoir l'alimenter, et c'est ça qui va faire remonter dans les résultats de recherche notre application. Je vais revenir après sur les enjeux que posent ces éléments d'un projet, parce que c'est comme ça qu'on va déterminer quelle est la technologie à employer. Mais avant tout, je voudrais parler de la partie design, maquette, UI, UX d'un projet. Pour moi, c'est un point qui est hyper important et qui est malheureusement trop souvent négligé. C'est-à-dire que quand par exemple on est une entreprise et qu'on veut lever des fonds, on va plutôt penser fonctionnalité pour essayer de présenter ça à des potentiels investisseurs, alors que je considère personnellement que l'interface est un des éléments les plus vendeurs d'un projet et qu'on ne devrait pas justement la délaisser, qu'elle devrait être intégrée à la MVP. Mais ça, c'est un point de vue personnel, je sais que tout le monde le partage pas et que certains pensent que la feature est plus importante que l'interface utilisateur. Alors que pour moi, il vaut mieux moins de features et une meilleure interface dès le début. Parlons donc de la stack pour designer une application pour commencer, étant donné que c'est un peu à part. UI, UX Design. Cette année, pour maqueter mes applications et les prototyper, je vais utiliser Adobe XD. Alors, Adobe XD, c'est un logiciel que je connais depuis longtemps, puisque je l'utilise depuis peut-être 4 ou 5 ans. Je le trouve hyper intuitif, il y a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en œuvre, notamment pour pouvoir scroller dans notre prototype ou des choses comme ça. Je sais que le logiciel n'est pas parfait, bien entendu, mais on peut encore le trouver gratuitement sur le site d'Adobe, Adobe même on dit, et je m'en contente bien parce que il a à peu près toutes les fonctionnalités que je recherche dans un logiciel de ce type-là. Donc maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pas opté pour quelque chose comme Figma ou Sketch? Alors, premièrement, Figma, j'en ai beaucoup entendu parler, je sais que c'est très utilisé, mais il y a quelque chose qui m'a rebuté directement, en fait, c'est l'utilisation des règles et des distances relatives entre les objets. En fait, on peut pas visualiser en pixels ou en espacement, on va dire, les distances relatives entre les objets. Et ça, c'est hyper important parce que pour moi, c'est une base pour réaliser un bon design, c'est de savoir bien espacer et donner du souffle aux différents éléments d'une page ou de l'application. Et juste pour ça, parce que c'est pas bien géré, je trouve, dans Figma, je ne l'utilise pas. Et pourtant, j'ai essayé. Sketch, je ne l'utilise pas non plus parce que comme il est réservé au Mac, on ne peut pas partager facilement les fichiers et donc j'ai préféré opter directement pour Adobe XD puisque je le connais bien en plus. Passons à la suite, l'application métier. Alors d'abord, quel est l'enjeu de l'application métier? Pour moi, il y a deux enjeux principaux. Il y a la performance, donc qu'elle se charge rapidement, qu'elle ne bug pas, etc. Qu'elle nous affiche les données rapidement également. Et ensuite, l'évolutivité. L'évolutivité parce que c'est là où on va à chaque fois apporter de nouvelles features et qu'on doit donc se baser sur une architecture qui est bien faite. En réalité, l'application métier, on peut l'avoir de deux manières différentes. Premièrement, l'application mobile, qu'on va retrouver sur les stores, genre le Play Store ou l'App Store. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi j'ai appris à coder à la base avec Java pour Android. Mais malheureusement, dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai pas pu reprendre en fait cet apprentissage-là, puisque je me suis plutôt dirigé vers le web. Et donc là, ce que je vais vous présenter dans ma stack, c'est des technologies hybrides, parce qu'elles ont énormément évolué et qu'elles sont maintenant quand même très performantes. Donc on va retrouver trois technologies majeures, même si je sais qu'il y en a d'autres, qui sont React Native, Ionic et Flutter. Et cette année, j'ai décidé de revenir vers Flutter. Alors pourquoi revenir? Parce qu'en réalité, cette année, j'ai fait un gros détour vers Ionic pour des questions de temps, et je ne peux que vous conseiller d'adopter Ionic, parce que c'est vraiment un super framework dans lequel vous pouvez mettre n'importe quelle application React, Vue ou Angular, et générer une application native ou PWA, tout en conservant une performance qui est quand même relativement bonne. Pour moi, Ionic est le seul vrai framework qui permet d'avoir une seule codebase pour tous nos projets, et donc est vraiment hybride. Parce qu'en réalité, derrière, ce n'est qu'un projet React, Vue ou Angular, et on peut donc le déployer partout. Alors pourquoi est-ce que je suis pas resté sur Ionic? Tout simplement parce que Flutter offre quand même des performances bien meilleures qu'Ionic. Pour vous donner un ordre de grandeur, on passe peut-être du simple au double. À prendre avec des pincettes, bien entendu. Notamment, Flutter est très performant sur les animations, et comme je suis front-end, ça m'intéresse beaucoup d'avoir une interface très fluide. De même, je suis pas parti sur React Native, parce que, comme je vous le disais, React Native, en fait, c'est une technologie qui est presque à part, et donc tant qu'à choisir une technologie à part, autant prendre Flutter qui est plus performant, et si j'avais des besoins de juste transcrire une application React en mobile, je passerais plutôt par Ionic. Et les autres raisons qui font que je reviens vers Flutter pour mes applications métiers mobiles, c'est l'intégration avec l'écosystème de Google et notamment Firebase, puisque Firebase, vous allez le voir, va avoir une place très importante dans ma stack. Également, j'ai vu que Flutter a évolué dans le bon sens avec des librairies qui ont l'air très intéressantes, comme GetX, qui permet de s'abstraire de beaucoup de problématiques qui justement me frustraient au début
début quand j'ai appris à coder en Dart et à développer des applications avec Flutter. Et puis il y a plein d'avantages à Flutter, notamment le hot reload qui permet voilà, de développer et de voir directement le résultat, ce qui n'est pas le cas pour Ionic par exemple. Donc voilà, cette année j'ai décidé de me relancer sur Flutter à 100% pour les applications mobiles métiers. Ensuite, la deuxième composante, la deuxième possibilité on va dire pour des applications métiers, c'est l'application web, c'est-à-dire la version de l'application qu'on va retrouver sur les browsers Chrome, Safari, Firefox, mais pas en application native. Et là il y a un nouvel enjeu qui va arriver. Donc bien entendu, l'enjeu de la performance, de l'évolutivité est crucial, mais pour certains projets, on va aussi avoir besoin de SEO. Et donc à l'intérieur de cette catégorie des applications web, je vais distinguer les SaaS et les plateformes. Donc je commence par le SaaS. Le SaaS, lui, il n'a pas besoin du SEO. Le SaaS, c'est un outil en fait, c'est-à-dire un logiciel en ligne qui n'a pas vocation à être visible forcément sur les moteurs de recherche. Et donc pour le SaaS, on pourrait se dire que je pourrais très bien utiliser Flutter par exemple, puisque je n'ai pas ce problème de SEO. Mais non, je vais pas opter pour Flutter pour les SaaS, car je suis pas en totale confiance avec la partie web de Flutter, notamment sur le responsive, la gestion des scroll bars, etc. Mais peut-être qu'un jour je me mettrai dessus parce que ce sera suffisamment pertinent. En tout cas, pour ce type d'application, je vais partir sur du React pur. Et bien entendu, quand je dis React pur, je parle de React, mais en TypeScript. Donc ça fait 1 an maintenant que je code uniquement en TypeScript et je pourrais pas revenir en arrière, je pense. En plus, c'est totalement en cohérence avec les autres langages que je vais utiliser comme Dart, qui sont des langages typés, et je ne peux que vous recommander de vous lancer sur TypeScript. Ça met un petit temps pour s'adapter, mais franchement, après, impossible de revenir avec du JavaScript normal. Et donc, si vous suivez Roadmap, vous voyez un peu ce que je vais utiliser pour faire les SaaS. En fait, l'interface dashboard que je fais depuis plusieurs semaines, elle va servir autant d'interface d'administration que de potentielle interface pour des SaaS. Donc voilà, React pur, TypeScript. Maintenant, passons à l'aspect plateforme d'une application web. Donc même si c'est la landing page et le blog qui vont participer au SEO, là on est dans une situation où la plateforme a aussi cette responsabilité-là. Typiquement, si vous voulez un exemple, quand vous tapez le nom d'un restaurant et que vous voyez dans les résultats de recherche Google le restaurant dans la plateforme Deliveroo ou Uber Eats, et c'est ça. C'est ça une plateforme pour moi, c'est-à-dire une application métier dont les résultats ont besoin d'être référencés pour justement participer à sa plus-value. Et là, je peux pas utiliser du React pur. Pourquoi ? Parce que React produit ce qu'on appelle des single page applications, c'est-à-dire que quand il va y avoir une requête pour récupérer l'application, aucun contenu ne sera chargé, il n'y aura que l'application JavaScript et en second plan, les données vont être chargées. Et ça, c'est problématique pour les moteurs de recherche parce qu'en réalité, ils vont se retrouver devant une page blanche. Donc impossible pour eux de pouvoir indexer le contenu puisqu'ils ne le voient même pas. Et ce serait pareil si on utilisait Flutter pour le web. Et donc, pour ce type d'applications web métiers qui ont un besoin de SEO et donc les plateformes, je vais utiliser Next.js. Donc pour faire court, Next.js, c'est un super framework de React qui permet de faire ce qu'on appelle du SSR. SSR pour Server-Side Rendering. En gros, il va y avoir la première page de la requête qui va quand même être fabriquée par le serveur pour qu'elle soit justement visible par les moteurs de recherche. Puis ensuite, l'application fonctionne comme une single page classique. Et ça permet une optimisation fine du SEO, mais surtout dynamique. C'est-à-dire que, comme pour l'exemple de Deliveroo ou Uber Eats, quand de nouveaux objets vont être ajoutés à notre plateforme, ils seront potentiellement référencés également. Alors, je n'ai jamais encore utilisé Next, mais quand je travaillais en CDI, le framework qu'on utilisait, c'était Nuxt, qui est en gros l'équivalent pour Vue.js. Et je crois que c'est très semblable, donc je pense que j'aurai une courbe d'apprentissage qui sera très rapide. Et d'ailleurs, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'avant, ma plateforme de prédilection c'était Vue et Nuxt, et que je suis revenu sur du React parce que, si on regarde un peu la réalité du marché, React est quand même plus demandé que Vue, et de toute façon, Vue je maîtrise maintenant, donc si besoin, je l'ai en poche. Et React était de toute façon la première techno web que j'ai vraiment apprise en termes de framework. Passons à la suite. La landing page et le blog. Donc là, j'ai décidé de mettre les deux dans la même catégorie parce qu'en fait, ils vont avoir la même stack. Et c'est un type de stack qu'on appelle Jamstack. Là, l'enjeu pour la landing page et le blog, c'est d'avoir un chargement ultra rapide, un ranking au top dans les moteurs de recherche, et ça implique donc d'utiliser un système de site statique. La landing page, elle va avoir un rôle de hub qui va rediriger l'utilisateur soit vers l'application métier, soit vers les tarifs, soit vers le blog, et c'est donc une page qui est assez facile à créer en statique. On pourrait même le faire juste avec du HTML, du CSS et un peu de JavaScript, ça suffirait. Mais pour le blog, on va avoir ce besoin de quelque chose de dynamique qu'on peut mettre à jour. Et là, ça va être très compliqué de faire quelque chose en pur HTML, CSS, JS. Et donc, tant qu'à faire, autant utiliser la même technologie pour les deux de toute façon pour générer des sites statiques. Il y a une technologie qui répond exactement à ce besoin-là, qui est basée sur React, qui est Gatsby. Donc Gatsby, c'est un générateur de sites statiques qui permet, de se baser sur des éléments de données externes, qui soient hébergés dans un guide, qui soient hébergés dans une base de données ou autre, en Markdown la plupart du temps, et qui pourra, se rebuild, recréer les pages statiques en fonction de l'évolution du
contenu, et qui est donc parfait pour ça. En gros, on récupère tout l'avantage d'un site statique, la performance, le SEO, et en même temps une forme d'évolutivité grâce à ce système de rebuild automatique. Je vais donc fabriquer mes landing pages et mes blogs avec Gatsby. Et pour la création du contenu, j'utiliserai soit un CMS headless type Netlify, soit je créerai peut-être mon propre CMS avec juste ce qu'il faut dans mon panneau d'administration. Et l'avantage en fait de Gatsby, c'est qu'il a été ultra pensé pour ça, exactement ce que je vous dis, les landing pages, les blogs. En gros, même si je voulais faire moi-même des sites statiques ou un système de rebuild ou un machin et tout, je serais jamais au niveau de tout ce qui a été fait pour Gatsby pour l'optimisation, la performance, etc. Donc Gatsby est un très bon choix pour ça. Surtout si je peux intégrer mon CMS à mon panneau d'administrateur. D'ailleurs, parlons maintenant du panneau d'administration. Mais avant ça, je voudrais faire une parenthèse parce que là, je vous parle des techno dev purs, mais il y a un autre aspect que je vais pas aborder dans cette vidéo qui est celui des services tiers. Et d'ailleurs, peut-être qu'on fera une autre vidéo sur ces services tiers bientôt. Et c'est le meilleur moment pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Secret. Alors, c'est quoi Secret? Eh bien, Secret, c'est une marketplace qui permet de retrouver des offres pour plus de 200 produits de services tiers pour les développeurs et autres. Je pense par exemple à AWS ou Microsoft Azure pour la partie cloud, mais aussi Stripe comme processeur de paiement ou Notion pour organiser son travail si vous aimez bien l'utiliser. Et c'est des services qui peuvent, voilà, coûter assez cher au bout d'un moment. Et Secret va vous permettre d'économiser des milliers d'euros en fait sur ce type de service. Par exemple, si vous avez besoin de déléguer la création et l'utilisation des formulaires, vous avez Typeform avec 6 mois gratuits. Mais aussi, si vous êtes fan du nuage de Jeff, Secret permet d'obtenir 5000 $ de crédit pour AWS. Et il n'y a pas que des deals pour les devs, il y a aussi des deals pour plein d'autres domaines. Et donc si vous lancez dans une aventure entrepreneuriale, un peu comme moi actuellement, ça peut vraiment vous faire économiser beaucoup d'argent. Secret propose 2 formules d'abonnement payantes qui vont vous permettre de bénéficier de différents types d'offres, mais l'avantage aujourd'hui c'est qu'ils vous offrent 20% grâce au code Sudocool20 que je vous mets dans la description avec le lien, et je les remercie beaucoup de soutenir Sudocool. Merci Secret. L'interface d'administration. Donc là, ça va être assez rapide, mais pour gérer son application ou son blog, il va falloir que le client ait une interface d'administration. Étant donné que je vous l'ai déjà dit avant, le dashboard que je crée depuis plusieurs semaines va servir à ça, et est donc créé en React pur. Là, bien entendu, il n'y a absolument aucun enjeu de SEO, mais il y a un enjeu de performance et de responsive notamment. Et également de fiabilité et de sécurité, parce que il faut pas que tout le monde puisse y accéder. Bon là, je vous ai beaucoup parlé du front-end, du coup, mais qu'est-ce que je vais utiliser en back-end pour pouvoir réaliser tous ces projets? Le back-end. Alors, comme je vous l'ai expliqué, avec Sudocool, j'ai des contraintes, je suis seul et je ne peux pas, faire tout, absolument tout dans une application, c'est pas possible. Surtout que je veux continuer à m'améliorer en front-end et en UI UX, donc je vais pas aller aussi loin qu'il faudrait en back. Alors détrompez-vous, j'ai des connaissances en back, je connais mon SQL, je sais faire du Node, des applications serveurs, je sais aussi modéliser des bases de données, mais il y a surtout l'aspect DevOps en fait, qui va être celui du déploiement, du suivi, de la maintenance des serveurs, auquel je veux absolument pas toucher et qui malheureusement est crucial quand on veut faire du back sérieusement. Et je vais donc opter cette année encore une fois pour Firebase. Alors ça doit faire 5 ans que j'ai découvert Firebase et franchement je suis absolument fan. J'ai fait mes toutes premières applications avec et j'ai toujours adoré. L'avantage c'est que avec cette expérience, aujourd'hui je maîtrise énormément de choses dans Firebase. L'authentification, les bases de données en temps réel, les cloud functions, le cloud messaging, il y a tout qui est géré dans Firebase et des trucs mais vraiment qui sont géniaux. L'avantage pour moi de Firebase c'est que je le maîtrise vraiment bien, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 80% des fonctionnalités dedans que je sais utiliser parfaitement. Il y a des choses qui sont super intéressantes et qui facilitent énormément la vie, notamment par exemple les notifications push qu'on peut gérer très facilement. À peu près tout ce dont on a besoin pour un back-end est faisable avec Firebase. Et le SDK, que ce soit la partie admin ou la partie client, sont vraiment nickel. En plus, ils ont été mis à jour il y a pas longtemps et sont beaucoup plus légers qu'avant. Alors bien entendu, il y a des choses que je vais approfondir encore dans Firebase, notamment toute la partie Crashlytics, les tests, les outils de déploiement d'applications natives et par exemple les analytics aussi. J'ai des choses encore à approfondir et j'ai envie de les approfondir bien entendu. Si vous êtes front-end, je ne peux que vous conseiller d'utiliser Firebase pour développer des applications complètement, car c'est un outil formidable. Alors bien entendu, il y a des problématiques aussi avec Firebase, notamment celle du prix, parce que si on a un très fort trafic ou qu'on s'est gouré un peu dans notre code, ça peut monter très très vite, mais aussi les cloud functions qui peuvent mettre un peu de temps à démarrer des fois, et donc ralentir notre application. Mais c'est des choses qui évoluent, et notamment avec des solutions comme AppCheck qui permet de vérifier que c'est bien une application légitime qui appelle Firebase, ou encore le système d'instance minimale pour les fonctions qui permet de réduire ce problème du cold boot de celle-ci. Alors bien sûr, Firebase c'est pas parfait, et il vaut mieux un vrai back-end, mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas les ressources en temps pour le faire. Et d'ailleurs, j'ai un pote, j'ai mon ami Walid, qui lui le fait très bien, et je pense que si j'en ai besoin pour les projets à faire, je ferai appel à lui tout simplement, puisqu'il est freelance aussi. Mais il y a un point qui reste noir avec Firebase, c'est que malheureusement on est lié à Google complètement. Et donc je vais devoir développer des outils pour pouvoir migrer tout un back-end Firebase vers un back-end que par exemple Walid aura créé pour une application. Et ça, c'est pas mal de travail quand même. Voilà, vous avez toute la stack que je vais utiliser cette année. Et comme vous le voyez, j'ai des compétences encore à acquérir
m'ouvrir dans pas mal de domaines de celle-ci. Mais si j'arrive à maîtriser tous ces aspects-là, de 1, je vais pouvoir faire un portfolio de malade, je vais avoir un profil qui va être hyper intéressant sur le marché, même si j'espère il est déjà intéressant parce que je sais faire la plupart des choses que je vous ai dit, mais surtout voilà, c'est quelque chose, cette stack, qui permet de répondre à des problématiques réelles, des problématiques concrètes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est important pour la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre le pouce en l'air, à commenter, dites-moi quel est votre stack par exemple pour cette année, ça peut être drôle de voir ce que vous avez choisi. Le pouce en l'air, la cloche, vous connaissez tout ça bien entendu. Cette semaine, bon vous l'avez vu, j'ai pas fait du au jour le jour bien entendu, parce que je suis en pleine implémentation de logique métier dans le dashboard, et donc c'est des choses que je peux pas malheureusement partager avec vous. Mais vous inquiétez pas, ça reviendra. En même temps, là, bah voilà, je vous apporte des détails techniques sur comment je travaille. On se retrouve la semaine prochaine pour vous dévoiler un peu les chiffres, ce que j'ai gagné ce mois-ci avec Sudocool. Et je vous dis donc à plus. Ciao!